Olivier Locker est considéré comme le précurseur de l'hypnose en francophonie. En tant que cofondateur du mouvement d'hypnose humaniste et de l'IFH, Institut français d'hypnose, il a formé plus de 30 000 praticiens en hypnose et PNL au cours des 30 dernières années. Il est également l'auteur de plus de 25 livres traduits en 17 langues. Malgré son succès professionnel, il reste humble et rarement présent dans les médias. Son travail a été reconnu et a même été distingué par le président de la République française, Jacques Chirac. Olivier Locker a lui-même été formé par des experts renommés tels que Carol Erickson et Richard Bandler. Son école a également été parrainée par l'illustre Ernest Rossi. Au-delà de son succès professionnel, Olivier Locker incarne la réussite dans différents domaines, professionnels et personnels. Il s'agit d'une conversation entre deux personnes. La première personne parle de son intérêt précoce pour l'aide aux autres et de sa découverte de la programmation neurolinguistique, PNL, pour comprendre le fonctionnement des experts dans différents domaines. Elle mentionne également sa rencontre avec des personnes influentes, comme Carol Erickson, qui l'ont inspirée. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle a appris de ces experts, elle parle de l'importance des rencontres humaines et de son propre processus d'apprentissage en hypnose. Elle évoque ensuite sa méthode d'apprentissage visuel et kinesthésique, qui a eu un impact positif sur sa capacité à retenir et comprendre les informations. L'autre personne souligne l'importance de comprendre les différents modes de communication et d'apprentissage pour éviter les blocages dans la vie quotidienne, comme les incompréhensions dans les relations de couple. La première personne confirme que la prise de conscience de son mode d'apprentissage a joué un rôle clé dans son succès. L'interviewé souligne que l'interviewé est perçu comme un modèle de réussite tant sur le plan personnel que professionnel. Il a réussi à transmettre sa passion à son fils, qui est devenu psychologue malgré son intérêt initial pour d'autres métiers. L'intervieweur soulève également la question du transgénérationnel et des traumatismes qui peuvent se répercuter sur les générations suivantes. L'interviewé explique que l'hypnose peut aider à guérir ces traumatismes en utilisant l'hypnose humaniste qui repose sur une approche scientifique et pragmatique. Il fait également référence à la philosophie de Platon et à la notion d'ombre et de lumière. L'interviewé évoque également la physique quantique pour illustrer l'idée que nous faisons partie d'un tout et que nous sommes tous connectés. Dans cette discussion, les personnes parlent d'hypnose et de l'importance de trouver sa voie dans la vie. Elle cite Albert Einstein qui disait que juger un poisson à sa capacité de grimper à un arbre le ferait croire toute sa vie qu'il est stupide. Elles expliquent que l'hypnose permet d'accéder à des ressources qui ne sont pas accessibles intellectuellement. Elles abordent également la dimension transgénérationnelle de l'hypnose et comment celle-ci peut permettre de soigner les blocages liés au passé familial. Elles partagent leur expérience personnelle de l'hypnose et comment cela a transformé leur vie. Elles mentionnent aussi un événement traumatisant qui a déclenché leur intérêt pour l'hypnose. Le narrateur raconte l'expérience de mort imminente de son frère, qui a osé leur en parler malgré la peur d'être jugé. Il réalise alors que de nombreuses personnes ont vécu ce phénomène sans qu'ils en aient jamais entendu parler. Cette expérience a profondément marqué le narrateur, qui a développé une vision plus vaste du monde et a étudié diverses philosophies et religions. Il explique également sa manière spéciale d'enseigner le piano, en se basant sur l'intention et la conscience plutôt que sur l'énergie ou la matière. Il souligne l'importance de l'intention dans le travail énergétique et mentionne son lien avec l'hypnose humaniste. Lors d'une discussion sur l'énergie et la manière dont elle peut impacter la matière, l'intervenant mentionne l'importance de la dimension psychologique. Il partage ensuite une histoire personnelle émouvante concernant son père. Dans le cadre de ces consultations, il constate des phénomènes surprenants, notamment lors de séances de deuil où un niveau vibratoire élevé semble se manifester. Il se questionne alors sur la possibilité d'accéder à quelque chose d'invisible. Lors de ces expériences, il mentionne les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente et d'autres phénomènes mystiques, soulignant que ces expériences peuvent permettre d'explorer des dimensions non visibles. Il évoque également le mécanisme de dissociation comme une protection face à des traumatismes graves. Il aborde ensuite la question de l'intégration et de la réassociation de la personne traumatisée, se demandant si l'approche humaniste peut permettre de réunifier la personne dans sa globalité. Ensuite,
Il partage une expérience vécue lors de son adolescence, où il rencontre un maître d'aïkido souffrant d'un cancer de la gorge, ce qui l'amène à remettre en question la notion de sagesse et d'alignement lorsque des maladies surviennent. Finalement, il conclut en soulignant sa prise de conscience précoce de l'incohérence ressentie en observant cet événement. Dans cette conversation, l'interlocuteur s'interroge sur le fait que les êtres humains ont tendance à se dissocier de leur corps pour accéder à des états de conscience modifiés. Il pense que cela va à l'encontre de la raison pour laquelle nous sommes descendus sur Terre, à savoir accomplir quelque chose. Il exprime son désir d'être pleinement connecté à son corps et de vivre une vie riche et épanouissante. Il mentionne également l'utilisation de l'hypnose dissociante dans le traitement thérapeutique pour soulager temporairement les difficultés de la vie quotidienne. Il souligne l'importance d'un bon thérapeute pour guider les personnes dans cet état modifié de conscience. Enfin, il évoque les critiques négatives de l'hypnose en raison de son potentiel de manipulation, mais souligne que son rôle est surtout de faciliter l'accès à l'état d'hypnose et de guider la personne dans sa réintégration vers une vie meilleure. Le texte parle de l'importance d'être conscient dans sa démarche thérapeutique et de choisir un bon thérapeute. Il explique que le thérapeute utilise les ressources de la personne pour favoriser sa guérison, mais qu'il doit également avoir une certaine compétence et maîtriser les techniques nécessaires. Il souligne qu'il est normal qu'il y ait des différences de talent entre les individus, tout comme il y a de meilleurs boulangers ou mécaniciens. Il précise que certaines personnes sont naturellement plus douées dans un domaine donné en raison d'une prédisposition ou d'un nuage dans lequel elles sont tombées. Cependant, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas s'améliorer dans un domaine en y mettant de l'effort. L'auteur mentionne également que l'hypnose peut être perçue comme de la manipulation, mais dans un cadre thérapeutique, manipuler peut être nécessaire pour aider la personne à guérir, tout comme un ostéopathe manipule pour remettre en place un disque. Il insiste sur l'importance de la transparence et de l'intention thérapeutique dans l'utilisation de l'hypnose. Le métier d'hypnose et de PNL est considéré comme un art qui consiste à jouer avec les mots et à aider les personnes à devenir autonomes. L'aide apportée permet de voir que la personne va mieux et de se sentir utile. L'analogie est faite entre l'hypnose, la PNL et les prédictions réalisantes, où la confiance envers le praticien joue un rôle important. Il est souligné qu'il ne faut pas donner de confiance en soi à quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires. Les techniques de manipulation peuvent être utilisées pour encourager quelqu'un à se lancer dans une action. Le passage devant Bandelé pour obtenir le diplôme d'enseignant est un moment de pression où la confiance du coach est essentielle. Le texte parle de la différence entre le coaching et la thérapie. En coaching, on ne fait pas de prédictions réassurantes comme en thérapie. Le coaching est axé sur la personne et sa reconstruction après avoir été stabilisée. Le texte aborde également le pouvoir d'un regard bienveillant pour propulser quelqu'un vers le succès. Il mentionne l'exemple d'une invitation à dîner à l'Élysée pour récompenser le travail effectué auprès des handicapés. Cela a eu un effet propulseur. Le texte mentionne aussi l'importance des modèles dans la vie. L'auteur mentionne Richard Bandelé et Carol Erickson comme ses modèles, mais aussi une femme qui travaille comme femme de ménage dans son immeuble et qui élève 2 fils seuls. L'auteur ne pense pas beaucoup à ces modèles actuellement, mais ils ont été importants dans sa vie. Lors d'une sieste flash, j'ai cru que mon amie avait fait un malaise, alors je l'ai secouée, mais elle m'a repris car elle était juste en train de dormir. Je m'excuse et m'en vais, mais elle me demande de lui faire une séance. Malgré mon niveau d'anglais limité, j'accepte et nous sympathisons. Plus tard, nous discutons de la création de réalité, où l'observation d'une chose la matérialise. Nous pensons que si nous dirigeons notre attention vers quelque chose, nous pouvons le réaliser. Je mentionne également que travailler sur soi et aligner sa conscience est essentiel pour créer sa réalité. Je pense avoir de la chance de l'avoir rencontrée car elle a une conscience plus forte. La synchronisation des émotions positives ne me dérange pas. Dans cette conversation, les 2 interlocuteurs discutent de l'importance de l'aspect psychologique dans le processus de guérison. Ils évoquent le fait que les émotions et les expériences vécues peuvent avoir un impact profond sur la vie d'une personne. Ils soulignent également la nécessité de trouver sa voie dans la vie, car lorsque l'on est aligné avec ses valeurs et ses aspirations, les choses deviennent plus faciles. Ils évoquent l'importance de se connaître soi-même pour savoir si l'on est sur la bonne voie.
Il conclut en soulignant que la clé réside dans l'autoconnaissance et la capacité à différencier les moments où l'on est désaligné et ceux où l'on est sur la bonne voie malgré les difficultés. La personne mentionne avoir des croyances liées aux synchronicités, notamment lorsqu'elle regarde l'heure et qu'elle voit des phénomènes en lien avec le nombre 12. Elle mentionne également que son inconscient pourrait être à l'origine de ces synchronicités. Elle exprime sa méfiance envers ces synchronicités, notamment lorsqu'il s'agit de températures similaires. La personne indique aussi qu'elle peut rencontrer des difficultés plus importantes que les autres en raison de sa lumière ou de son succès. Elle mentionne que certains disent que c'est normal car elle est sur sa voie, mais elle souligne que cela peut être difficile à distinguer entre les difficultés justifiées et celles qui sont liées à sa philosophie de vie. La personne évoque également l'importance de trouver des petits indices positifs pour continuer malgré les difficultés. Elle raconte une anecdote où elle cherche un endroit à Paris et rencontre plusieurs obstacles. Elle mentionne aussi une chute dans des excréments de chien et un pigeon qui l'a bombardée de fientes, ce qui la perturbe et la fait douter de sa philosophie de vie. Dans cette conversation, les interlocuteurs évoquent différents sujets. Le premier parle de son expérience de partir sans aller à l'agence et mentionne une annonce dans les journaux concernant un événement grave. Il raconte ensuite une histoire où une société a été affectée par un effondrement d'immeubles. Le deuxième interlocuteur parle ensuite de l'importance de savoir quand arrêter un projet et d'avoir l'intuition de prendre les bonnes décisions. Ils discutent aussi du développement de l'instinct animal chez les humains. Ils abordent ensuite le sujet de l'inconscient et du fait de se fier à ses intuitions. Enfin, le premier interlocuteur fait la promotion de sa chaîne YouTube et de ses formations en hypnose dans différents pays. Dans cette discussion, Olivier partage avec nous son expérience de développement personnel. Il mentionne que beaucoup de personnes vivent centrées sur elles-mêmes, sans percevoir pleinement la vie qui les entoure. Il encourage les gens à se donner la possibilité d'explorer ce chemin de développement personnel, car ils ne connaissent pas jusqu'où il peut les mener. Il souligne que le premier pas est essentiel pour entamer cette démarche. En conclusion, il exprime sa gratitude pour ce moment précieux durant lequel il a pu échanger avec nous et souhaite le meilleur à chacun pour l'avenir.